Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Diane Leboutillier, députée fédérale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et également ministre du Revenu national. Bonjour. Bonjour Ariane. Bienvenue en studio. Ça fait plaisir. Alors, plusieurs sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. On va commencer avec un sujet qui a beaucoup fait jaser dans l'actualité dernièrement, c'est-à-dire la langue française à l'Assemblée nationale. Racontez-moi ce qui s'est passé. Bien, écoutez, la semaine dernière, on entendait beaucoup parler à l'Assemblée nationale de la déclaration, l'opposition posait des questions sur la déclaration d'impôt unique. Et à un moment donné, on a eu un député de l'opposition, Luc Berthold, qui s'est levé et qui m'a tout simplement reproché de ne m'adresser qu'en français au Parlement. Donc, vous aviez une réponse pour lui, j'imagine. Écoutez, d'abord, j'ai été stupéfaite d'entendre le début parce que c'est d'une durée de 30 secondes, hein, les questions et les réponses. OK, les réponses aussi? Oui, okay. On a vraiment 30 secondes, sinon le micro s'éteint, là, puis... fait que j'ai été vraiment stupéfaite. Puis, je suis vraiment passée de la stupéfaction à la colère, là. J'ai dit, ben voyons, comment ça qu'on pose cette question, qu'on dit ça à moi, puis ça vient d'un Québécois, là. C'est un député québécois. Francophone à une députée ministre québécoise francophone, puis on va me reprocher à moi de parler français. Donc, vous avez dû penser vite pour lui répondre? C'était, vous savez, je me suis promenée beaucoup à travers le Canada dans les 3 dernières années, puis dans toutes les provinces, puis dans les 3 territoires, on a des communautés francophones partout. Des gens qui travaillent très fort pour leur télévision, leur radio, leurs journaux, qui travaillent, puis c'est leur culture, ils veulent préserver la culture de la langue française. Puis en plus, avec ce qui s'est passé en Ontario, avec le gouvernement conservateur puis les Franco-Ontariens, ce qui se passe au Nouveau-Brunswick aussi avec les Acadiens et le gouvernement conservateur, je l'ai eu comme un coup de fouet. Fait que la réponse était immédiate. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien, écoutez, moi, je lui ai dit là, que je comprenais pas qu'on puisse me poser cette question-là, puis de m'interdire de parler en français, puis que moi, là, je vais toujours être fière, peu importe où je suis, je vais toujours être fière de parler français. Donc, M. Berthold a présenté ses excuses dans les jours qui ont suivi. Comment est-ce que vous les avez reçues? Bien, écoutez, j'ai accepté les excuses de M. Berthold. Puis d'ailleurs, je l'ai dit en chambre, je l'ai accepté pour tous les Québécois. Puis j'ai accepté des excuses pour tous les francophones et francophiles à travers le Canada. Parce que pour moi, c'est important. Puis on doit être en soutien. Le Québec, là, on est un exemple pour les francophones là, partout au Canada. Puis on doit être en soutien à toutes les communautés francophones pour préserver notre langue. Avez-vous reçu des commentaires aussi venant d'autres provinces que le Québec? Par rapport à votre réponse? Je vous dirais que je ne suis pas vraiment allée voir sur les réseaux, mais ça a été, je sais qu'on en a entendu parler beaucoup là, au niveau du Québec à travers tous les médias. Puis quand je parle de préserver dans les minorités culturelles, je vous disais, tu sais, dans les autres provinces, les minorités francophones, la même chose se passe ici au Québec, dans mon comté, avec les minorités anglophones. Oui, qui, elles aussi, c'est l'inverse, mais nos minorités anglophones travaillent, elles aussi, très fort pour préserver leur langue. Puis, ils ont leur journal, puis il y a CASA, on a Gaspé Vision Personnel. Fait que les anglophones aussi travaillent très fort. Fait que faut être en support aux minorités là, linguistiques. Donc, selon vous, les 2 langues officielles du Canada, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, là, qui est actuel? C'est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour. On a beau dire que ça fait 50 ans là, que la loi sur les langues officielles a été adoptée, mais on se rend compte qu'il n'y a rien d'acquis. Puis qu'il faut toujours être très vigilant, il faut toujours être très persévérant. Puis pour moi aussi, un exemple de persévérance, c'est tout ce qui va toucher aussi les langues autochtones. Quand on parle de langue, là aussi, c'est des gens qui
qui travaillent, qui ont travaillé très fort, puis qui travaillent encore très fort pour préserver leur langue. Fait que je pense que les minorités linguistiques, on a intérêt à serrer les coudes, puis à continuer de travailler. Puis il y a 2 langues officielles actuellement au Québec, c'est le français et l'anglais. Exactement. Donc, bon, parfait. Ça fait le tour du sujet. Maintenant, on va parler de la protection des baleines noires. Oui. Il y a des nouvelles mesures de protection qui ont été énoncées dernièrement. Dites-moi un peu quelles sont ces mesures-là, puis qu'est-ce que ça va changer pour les pêcheurs? Bien, écoutez, oui, on a annoncé, le ministre des Pêches, le ministre Wilkinson a annoncé des nouvelles mesures, ça fait maintenant près d'une semaine. Et puis ça fait suite aussi à ce qui nous avait été demandé par les associations de pêcheurs de pouvoir participer aux tables de concertation. Donc puis, là, ils étaient de la partie, là. Oui. Vraiment, là, ils ont été consultés. Il y a eu des rencontres à Moncton. Puis dans les consultations, ce qu'on faisait remarquer, c'était au niveau on a eu des mesures qui touchent la pêche au crabe et la pêche au homard. Parce que ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que c'est quand même un phénomène qui était relativement nouveau. Là. Les baleines, en 2017, on a eu la mort d'une douzaine de baleines noires. Puis il a fallu documenter, travailler avec les experts. Fait qu'on n'avait pas beaucoup au niveau de la science, on n'avait pas beaucoup de données. On parle de données probantes. Donc, on s'est assuré d'avoir des données et d'avoir aussi l'expertise des gens du secteur de la mer, les pêcheurs, qui eux aussi, là, leur expertise est aussi importante. Fait que les nouvelles mesures, c'est qu'au niveau de la zone 12, au niveau du crabe, on a l'an passé, on avait fermé une grande partie de la zone 12. Cette année, on a 62 de la zone où les pêcheurs vont pouvoir aller pêcher. Donc, on augmente la superficie de la zone au niveau du crabe. Selon moi, la pêche devrait être bonne parce qu'on n'a pas eu de pêche l'an passé dans ce secteur-là. Donc la ressource va être abondante. La ressource devrait être abondante. Je sais qu'on a augmenté aussi le pourcentage de crabes là, qui allait être pêché cette année. Et au niveau en ce qui concerne pour les homardiers, lorsqu'on va apercevoir des baleines, au lieu de demander aux gens de sortir les trappes au bord de l'eau, on va demander aux pêcheurs de rapprocher les trappes de la berge. Là où c'est moins profond. Là où c'est moins profond, parce qu'on a il y a peu ou pas, on n'a pas constaté qu'il y avait de baleines, là. Puis moi, je le sais, je viens d'ici, là, ça fait qu'on le voit, Vous là. n'en avez jamais vu près du rivage? Non, puis les pêcheurs, on les entend pratiquement parler sur les bateaux, là, tellement c'est près de la côte. Puis ça, c'est vraiment une particularité de chez nous qu'on n'a pas aux îles de la Madeleine, puis qu'on n'a pas dans les maritimes non plus, là, où les gens pêchent beaucoup plus loin de la côte, puis vraiment, là, on parle de plusieurs kilomètres, là. Fait que ça a été respecté pour nos pêcheurs d'homards. Donc, on s'assure qu'on ne devrait pas y avoir on ne devrait pas vivre ce qu'on a vécu l'été passé. Parfait. Donc, pour le transport maritime aussi, il y a maintenant des corridors où les grands bateaux sont plus obligés de ralentir. Oui, mais on avait déjà l'an passé, on avait déjà établi certains corridors par lesquels les bateaux devaient se rendre, pouvaient passer là, sans nécessairement sans ralentir. Mais puis là aussi, on a eu une exception pour le traversier là, qui fait Souris, les îles de la Madeleine du CTMA. C'est vraiment va fonctionner là, avec le nombre de nœuds nécessaires. Si jamais il aperçoit des baleines, il va ralentir, mais sinon, peut fonctionner là, comme il fonctionnait auparavant. Par contre, pour l'industrie des croisières qui vient, par exemple, dans la baie de Gaspé, eux, ils sont toujours touchés, ils doivent ralentir. Oui, eux doivent ralentir. Puis ce qu'on va continuer de faire, c'est qu'on va continuer d'amasser des données. L'été passé, on avait à l'aéroport de Gaspé, il y a des drones. On a plus de 11 000 heures de surveillance sur le golfe. Donc, vous documentez la vie des baleines? On documente la vie des baleines, puis qui est vraiment... parce qu'il y a une préoccupation des gens du secteur, de tous les gens du secteur de la mer qui vivent de la mer. On a une préoccupation avec les réchauffements climatiques. On est les premiers à vivre
les réchauffements climatiques, puis on le vit avec l'érosion des berges, on le vit avec, il y a moins de glace sur la mer l'hiver, fait qu'on voit que les eaux se réchauffent, fait qu'on se doit de documenter, puis le travail va se poursuivre. Mais c'est un travail de concertation, puis on a besoin d'avoir les gens qui vivent de la mer, qui sont sur la mer, parce qu'eux aussi, ils ont cette expertise-là, parce qu'ils sont sur l'eau tous les jours, là, durant la saison des pêches. Absolument, c'est leur milieu, puis je pense pas qu'ils n'ont rien contre les baleines. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Puis peut-être, pour vous dire aussi, la semaine passée, j'étais à Rimouski, où le ministère des Transports travaille avec, justement, tous les gens du secteur de la mer à documenter pour la sécurité en mer. Et ça aussi, c'est important parce que c'est des drames. Hein? Chaque fois que la saison de pêche commence, moi, comme je l'ai dit, là, je me suis adressée aux gens, puis j'ai dit, la mer donne, mais la mer reprend. Puis quand elle reprend, souvent, ça ne pardonne pas. T'es loin, puis donc, c'est important d'avoir des mesures de sécurité qui vont protéger les pêcheurs, qui vont protéger les aides-pêcheurs, mais qui vont aussi pour les familles. Parce que tout le monde est impacté lorsqu'il arrive un drame en mer. Fait que là aussi, il y a de la recherche qui va se faire pour mieux... Pour la sécurité à bord des bateaux. Effectivement. C'est ça. Donc, c'est très important, ça aussi. Oui, oui. Je vais revenir sur le fonds des pêches du Québec. Ça a été annoncé en décembre dernier. On n'en avait pas parlé en détail, mais en fait, ce fonds-là, c'est quel montant exactement? On a 30 millions qui vient du gouvernement fédéral, 12 millions qui vient du gouvernement provincial, donc ça nous donne un fonds de 42 millions. L'objectif de ce fonds-là, ça va servir pour quel type de projet? C'est des types de projets qui vont être innovants. Qui vont être innovants dans le sens où des meilleurs outils pour pêcher et préserver le poisson. On sait qu'actuellement, on entend beaucoup parler de la part des pêcheurs du retour du sébasse. Oui. Et puis lorsqu'on veut pêcher le poisson, on pêche le sébasse. On sait qu'il y a d'autres espèces des fois qui se ramassent dans les mailles du filet, puis des espèces qu'on voudrait protéger. Donc, est-ce qu'on peut avoir des meilleurs outils pour pêcher? Pour une pêche plus sélective? Pour des pêches plus sélectives qui vont protéger aussi d'autres espèces de poissons. Fait qu'on on travaille avec les pêcheurs, les industriels, comment aussi on peut se préparer dans les industries pour justement pouvoir peut-être exploiter d'autres sortes de poissons ou de crustacés. On est habitué souvent avec les mêmes espèces, mais les fonds marins regorgent de produits qui sont intéressants. Puis il y a je visitais justement la semaine dernière, j'étais à Rimouski, où je visitais une entreprise qui fait de la recherche de produits. Puis on me donnait des exemples. À partir d'étoiles de mer, où on préserve, on va chercher un produit dans l'étoile de mer qui va aider à la fabrication des produits cosmétiques. Puis ça, c'est travailler avec des pêcheurs, des gens qui travaillent pour la moule, qui font l'exploitation de la moule. Fait que donc, on récupère les étoiles de mer, on fait une ponction qui mange les moules, on fait une ponction du produit, puis ça amène des revenus supplémentaires aux producteurs de moules. Fait que c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est toute la recherche qui se fait au niveau des carapaces. On se rappellera qu'à un moment donné, les carapaces d'homards puis de tout crustacé, c'était envoyé dans des sites, on enterrait. Dans les sites d'enfouissement. Là, ça va être interdit bientôt. Là. Ça va être interdit. On utilise, dans Rocher-Percé, on sait que c'est le site de compostage où on fait du compost, mais on peut faire encore plus que ça. On peut donner vraiment une valeur ajoutée. Fait que c'est vraiment ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et plus le produit est travaillé, plus le produit a de la valeur. Là, on tombe dans la 3e transformation. Puis on peut faire des médicaments, des produits de beauté. La santé, ça peut être dans la restauration aussi. Tu sais, dans les soupes et les potages. Exactement, des bouillons. Oui. Fait que toute cette recherche-là, c'est une valeur ajoutée pour nos produits, de faire autre chose avec que de les enterrer. Donc, le fonds va financer des projets de recherche du genre. Effectivement.
Parfait. Puis, est-ce que les gens ont déjà commencé à déposer des projets? Les gens sont appelés, je sais qu'on est en train de finaliser là, les différents critères et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les premiers projets devraient être déposés dès le mois d'avril. Mais je peux vous dire que déjà, il y a déjà là, sur les tables à dessin là, des associations de pêcheurs, des industriels, des gens au niveau de la recherche. Tout le monde travaille ensemble pour justement là, avoir puis maximiser les retombées là, du fond des pêches. Donc maintenant, je change complètement de sujet. On va parler d'impôts, ce qui concerne directement votre ministère. On approche là, la période de déclaration d'impôts. Rappelez-nous tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de faire sa déclaration d'impôts? C'est vraiment, là, je vous dirais, c'est majeur dans le sens où si quelqu'un ne fait pas sa déclaration de revenus, les gens n'auront pas accès à tous les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Fait que si on pense à l'allocation canadienne aux enfants, supplément du revenu garanti, l'allocation canadienne pour les travailleurs à plus faible revenu, c'est vraiment, là, c'est majeur. Donc, on encourage les gens fortement à faire leur déclaration de revenus. Puis souvent, moi, j'avais entendu aussi des gens dire, Diane, ça fait peut-être là, quelques années, on n'a pas fait notre formulaire, on n'a pas rempli notre formulaire d'impôt, puis peut-être on pourrait être pénalisé, mais il y a des gens, là, l'objectif, c'est pas ça. Puis j'ai une dame là, que j'ai rencontrée l'hiver, au début de l'hiver, qui me disait, elle a dit, moi, je suis allée chercher mon supplément de revenu garanti, puis je suis allée chercher plusieurs années en arrière. Puis là, elle me parlait là, de pratiquement 15 000 là, ça fait que moi, j'aime beaucoup mieux que les gens aient cet argent-là dans leur poche parce qu'ils en ont besoin, que cet argent-là reste dans les coffres du gouvernement. Là. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que même si, par exemple, on a une année ou deux de retard, il ne faut pas abandonner. Non, il n'est pas trop tard pour faire la déclaration. Effectivement, puis on peut remonter, là, il y a certains crédits là, où on peut remonter jusqu'à 10 ans. Okay. Aller récupérer là, 10 ans là, en arrière. Ça fait que c'est vraiment important. Puis je le dis là, pour tous les gens, des fois, qui ont ces craintes-là, puis même pour les personnes, des fois, qui disent, ben nous autres, on n'a pas de domicile fixe, on n'a pas... tu sais, souvent, des fois, les personnes avec des problèmes de santé mentale ou... écoutez, remplissez votre déclaration de revenus. Tu sais, là, les retours de TPS, TVQ, ça se fait à partir de la déclaration de revenus. D'ailleurs, il y a des groupes bénévoles qui peuvent aider à les remplir. Oui, puis on en a partout. On en a chez nous. Les centres d'action bénévoles sont très impliqués. Puis ça ne coûte rien. Puis même, on va avoir des gens, l'année passée, c'était une première, là, où on a des gens qui ont des déclarations simples, des situations simples, avec des revenus qui sont fixes, qui vont recevoir des lettres de l'Agence du revenu avec un numéro de téléphone ou appeler pour pouvoir faire leur déclaration de revenus par téléphone. Une situation simple, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a juste un T4? Ça s'arrête là. Oui. Fait que les gens vont recevoir une lettre, mais là, j'insiste sur le fait là, que la lettre qu'ils vont recevoir, c'est du gouvernement fédéral. Et quand ils vont répondre, puis ils vont remplir leur déclaration de revenus par téléphone, ça va être pour le gouvernement fédéral. Et non provincial. Donc, il faut quand même faire au provincial. D'ailleurs, les deux rapports d'impôts, c'est devenu un sujet d'actualité dernièrement, alors que François Legault a demandé au fédéral ce qu'il pouvait faire pour une déclaration unique. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là du provincial? Bien, écoutez, on a... l'objectif, là, comme on disait, c'est que depuis 30 ans, l'Agence du revenu travaille avec Revenu Québec pour travailler à faciliter le plus possible la vie des Canadiens pour leur déclaration de revenus. Puis c'est certain que nous, au fédéral, on va continuer d'avoir la déclaration de revenus parce qu'on en a besoin sur l'ensemble du Canada pour pouvoir justement, je parlais des crédits d'impôt, là, puis les gens en ont besoin, puis ça se calcule à partir de la déclaration de revenus. Puis, ce qui se passe aussi, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Oui, dans toutes les provinces du Canada, dans les 9 autres provinces et les 3 territoires, il y a une déclaration de revenus qui est gérée par le fédéral.
Ça coûte pratiquement rien aux provinces. C'est pratiquement gratuit. Puis chaque province a ses particularités puis ses territoires. Puis dans leur formulaire que nous, qu'on traite à l'Agence du revenu, on va avoir les particularités là, de chacune des provinces. Mais pourquoi c'est pas comme ça pour le Québec? Parce que le Québec a sa propre définition de revenu. Tandis que les 9 provinces et les 3 territoires ont la même, se sont entendus sur une définition de ce qu'est un revenu. Fait que la façon dont M. Legault le demande, c'est on demande aux 9 provinces et aux 3 territoires de modifier leur définition de revenu puis de s'adapter à la définition du Québec, ce que les provinces et les territoires n'ont pas intérêt. La définition de revenu pour le Québec, en quoi est-ce qu'elle est différente? Elle est différente parce qu'au Québec, il y a différents programmes. Ça fait que ceux qui font leur déclaration de revenus version papier ou par modèle électronique là, sur Internet, ils le voient très bien à la ligne 101. C'est pas les mêmes montants. OK. Fait que c'est au niveau du revenu. Parce qu'au Québec, oui, au Québec, on paie plus d'impôts, mais on a plus de services. Fait qu'il y a tout ce qui touche au niveau de l'enfance pour les centres de la petite enfance. On a aussi au niveau des médicaments, au niveau de la santé. Fait qu'il y a ces particularités-là au Québec que tu n'as pas dans les autres provinces et territoires. Mais il n'y aurait pas moyen de faire, par exemple, un formulaire adapté ou si c'est vraiment trop complexe à cause de cette ligne-là? Bien, actuellement, ceux qui font de façon électronique par Internet, quand on rentre les données, on a plus de 85% des Québécois là, qui font leur déclaration de revenus de façon électronique. Et eux le savent très bien. Quand on rentre les données dans l'ordinateur, ce qui a à s'en aller vers le fédéral s'en va vers le fédéral, ce qui a à s'en aller vers le provincial s'en va au provincial. Et les données qui appartiennent aux deux, on rentre ça dans les mêmes casiers. Là. Okay. Mais on ne peut pas obliger, puis on ne veut pas, puis par respect pour le Québec, dire au Québec, écoutez, vous allez modifier votre définition de revenus. Si le Québec veut le faire, ça lui appartient. Alors, à ce moment-là, il y aurait une porte qui pourrait s'ouvrir. Il y a une porte qui pourrait s'ouvrir. Puis, pour moi aussi, l'autre chose qui est importante, c'est que, vous savez, l'Agence du revenu, on est un sous-traitant des provinces. Nous, là, tout ce qu'on fait à l'Agence du revenu, c'est qu'on collecte les argents. C'est comme un contrat que les provinces et territoires nous ont donné. On collecte les argents pour les provinces, on retourne ces argents-là aux provinces, puis les provinces décident de faire ce qu'elles veulent avec. Ça n'enlève en aucune façon, ça n'enlève l'autonomie des provinces. C'est vraiment, on est un sous-traitant, là, et on a cette capacité-là de pouvoir traiter les données là, des provinces et des territoires. Ça éclaircit bien la situation. Maintenant, un petit dernier sujet, sans entrer en profondeur, mais parce que ça fait l'actualité ces temps-ci, et c'est dans votre gouvernement, au fédéral, dans le cadre de l'affaire SNC-Lavalin. Oui. Et il y a eu la démission de Judy Wilson-Raybould de son poste aux anciens combattants, qui est ancienne ministre de la Justice. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a beaucoup de silence, beaucoup de doutes sur la transparence du gouvernement. Okay. Bien, au départ, peut-être, là, ce qui est important, puis des fois, là, les gens n'ont pas tout le détail d'un conseil des ministres. Mais vous savez, lorsqu'on est assis autour de la table du conseil des ministres, on a des obligations. Puis on signe aussi des documents à l'effet où on doit préserver la confidentialité des discussions qui sont autour de la table. Parce que là, ce qu'on entend, c'est « je ne peux pas parler ». Oui, parce que mais on signe des documents, vous savez, on est à risque d'emprisonnement. Fait que ça, c'est important. Puis puis les discussions autour de la table, chacun, tous les gens, là, notre focus, c'est vraiment quelle est la meilleure décision qu'on peut prendre, comment on peut travailler de la meilleure façon pour protéger le Canada, protéger l'économie, développer l'économie, puis s'assurer là, que les Canadiens qu'on prenne les meilleures décisions possibles pour tous les Canadiens. Oui, ça, je comprends la philosophie. En fait, selon vous, est-ce que les Canadiens devraient s'inquiéter de ne pas savoir ce qui se passe? Si vous me demandez mon avis à moi, non. Les Canadiens ne devraient pas s'inquiéter parce que
On a toujours, on a le support de nos collègues de travail, on a le support d'une équipe. On prend, puis comme je vous dis, dans tous les dossiers, il y a des discussions qui se font. C'est vraiment des discussions de fond. Puis on prend toujours la meilleure décision pour les Canadiens. Très bien. Donc, Diane Leboutillier, merci beaucoup pour ce tour des sujets. Ça fait plaisir. Puis au plaisir de vous revoir en studio.